vent, de la température extérieure, de la place de la neige dans le manteau neigeux. Parce que vous visualisez que le manteau neigeux, il est constitué de couches qui se superposent et qui évoluent en fait selon le poids de la neige au-dessus. Enfin voilà, la neige c'est un matériau très 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 complexe. En gros, dans le nuage, les gouttelettes d'eau sont dans un état qu'on appelle de surfusion, c'est-à-dire qu'elles sont à une température de moins 12 degrés mais qu'elles ne sont pas congelées en fait. Il faut qu'elles s'agrègent, qu'elles se congrègent autour d'un noyau. Le noyau, ça peut être des particules végétales, volcaniques, des poussières, tout ça. Et donc ce noyau qui est tout petit, fait moins de 10 microns, va attirer les gouttelettes qui vont former d'abord une base hexagonale qui est la même base pour tous les flocons, et ensuite les branches et les aiguilles qui font le flocon cliché qu'on connaît, celui qui a 6 branches. Ça, c'est la neige fraîche. La neige fraîche, son symbole, c'est un plus. Cette neige, quand elle est au sol, elle forme une couche très blanche qui est facile à skier, qui est de faible cohésion, c'est-à-dire que les grains ne sont pas trop accrochés entre eux. Ensuite, un autre type de neige qui peut tomber du ciel, c'est la neige roulée. La neige roulée, c'est donc le cristal dont on a parlé avant, mais autour duquel s'est enroulé du givre lorsque le flocon a traversé un nuage orageux. Son symbole, c'est un triangle avec un pompon. Cette neige roulée, elle est également très peu cohésive, elle est assez friable. Ensuite, un autre type de neige qui se forme tout seul, c'est-à-dire qui ne subit pas encore de transformation thermodynamique ou mécanique, c'est le givre de surface. Le givre de surface, son symbole, c'est un V. Ce givre-là, il se forme par ciel dégagé la nuit. Lorsque la neige est très très froide, l'air au contact de la neige va atteindre son point de condensation, donc la rosée. Et cette rosée, elle va se geler à la surface du manteau neigeux et former de très jolis cristaux qui peuvent faire jusqu'à plusieurs centimètres. Cette neige est également très peu cohésive et très friable et très très fragile. Ensuite, un autre type de neige qui se crée mais qui est pour le coup pas très intéressant, c'est la neige de culture.
du sol, c'est souvent 0 degré, moins la température de la neige à la surface, divisé par l'épaisseur du manteau neigeux. Donc j'ai fait un petit calcul hier. Par exemple, si la neige au sol est à moins 5 degrés, que la neige à la surface est à moins 20 degrés, et qu'on a 30 cm de manteau neigeux, ça va donner moins 5, moins 20, ça fait 15 degrés d'écart. Divisé par 30, ça fait 0,5, donc c'est un gradient. 0,5, c'est un très faible gradient. Un gradient de température, il est faible s'il est inférieur à 5 degrés par mètre, et il est fort s'il est supérieur à 20 degrés par mètre. En général, plus le manteau est épais, plus le gradient de température est faible. Donc, faible gradient de température, neige sèche égale grain fin. Il y a des bruits infernaux. C'est parce que mes voisins ils font des claquettes au-dessus de ma tête. Voilà. Ensuite, toujours la neige sèche, si le gradient de température est moyen, on va assister à une transformation thermodynamique qui va donner les phases planes. Les phases planes, c'est des flocons carrés. Le logo, le symbole, la symbologie, c'est pas des logos, c'est de la symbologie, c'est un carré. Ce sont donc des grains plats et lisses, sans cohésion, avec une consistance de sucre glace. Les phases planes, c'est assez beau. Voilà, tous les flocons sont beaux, mais les phases planes, c'est quand même joli. Le dernier degré de transformation de la neige sèche, si on lui appose un gradient de température fort, c'est le gobelet. Le gobelet, son symbole, c'est un V inversé. C'est un chapeau. Le gobelet, du coup, c'est un cristal de forme pyramidale, strié, sans cohésion, qui coule du gant ou de la pelle. C'est un cristal de très faible cohésion qui est très fragile. Et le dernier stade de transformation, c'est celui par lequel vont passer tous les flocons lorsqu'ils vont fondre. C'est le grain rond. Tu peux te bouger de là, s'il te plaît? Non mais par contre en dessous, allez. Le grain rond, sa symbologie, c'est un rond. Elle ne vient jamais sur mon bureau, sauf quand je fais de l'ASMR, je vous promets que c'est systématique. Bouge tes fesses. Le grain rond, du coup, c'est le grain qui a commencé à fondre. Le grain rond, c'est le processus de transformation thermodynamique de la neige humide. Il apparaît particulièrement lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il pleut, lorsqu'on a de l'ensoleillement printanier. Je me sens pas le personnage principal de ma vidéo là. Zou, allez, va-t'en. Voilà, donc lorsqu'un grain il fond, il devient rond. C'est tout. Ah oui, c'est des grains qui ont une très faible cohésion s'ils sont encore humides, mais une très forte cohésion s'ils sont regelés, donc s'il a refait froid la nuit suivant la transformation du grain. On a 4 types de cohésion. La cohésion, c'est la manière dont les grains ils s'accrochent entre eux, vous voyez, comme ça. Genre, les grains de neige ils s'accrochent, et c'est ce qui va déterminer si le manteau neigeux il est stable ou pas, et s'il est fragile ou pas. Donc c'est très important lorsqu'on essaie de déterminer un risque avalancheux. Donc on a d'abord la cohésion de feutrage. Ça, c'est la première cohésion qui apparaît lorsque la neige est très fraîche. En gros, c'est les branches des cristaux, elles se... Oh non, ils ont allumé la perceuse. Oh, je suis tellement désolée, mais j'ai pas du tout maîtrisé la vidéo, donc si ça vous dérange, je suis navrée. Il y a plein d'autres vidéos ASMR à aller voir si vous êtes vraiment insupporté par ce bruit. Donc la cohésion de feutrage, c'est les cristaux qui s'imbriquent entre eux une fois au sol, donc dès qu'ils sont tombés. Elle ne dure que quelques heures, mais elle est très forte en fait. C'est elle qui permet à la neige fraîche de tenir sur des fortes pentes, sur des branches d'arbres, sur des fils électriques ou sur des vitres. Vous voyez, quand il vient de neiger, la neige elle se met souvent à des endroits improbables, et bah c'est grâce à la cohésion de feutrage qui font que les cristaux sont très très imbriqués entre eux. Ensuite,
les surcouches fragiles. Et la plaque, c'est un type d'avalanche qui est très dangereux. Donc, les grains à faible cohésion sont les gobelets, la neige roulée, le givre de surface, le grain à face plane, la neige récente, donc soit plus, soit slash, et les grains à forte cohésion, donc qui tiennent très bien ensemble, c'est les grains fins, les grains ronds et les particules reconnaissables. Les autres termes qu'on doit connaître par rapport à la neige, c'est la teneur en eau liquide, donc TEL, c'est le volume d'eau liquide par le volume total de neige, c'est ce qui fait qu'une neige sèche ou humide. Une neige sèche elle a 0% de teneur en eau liquide. Dès qu'on ajoute de l'eau liquide, elle est plus sèche. On détermine la teneur en eau liquide par des calculs mais aussi par la manipulation. Si on prend la neige et qu'on la contracte et qu'elle ne s'accroche pas du tout, c'est qu'elle est entièrement sèche, donc 0%, niveau 0. Après, si on arrive à faire une boule, si elle colle au gant ou encore si elle coule, ça détermine plusieurs niveaux, 1, 2, 3, 4, 5 de teneur en eau liquide. Et évidemment, si on peut la boire, c'est que c'est de l'eau. Ensuite, on attend ce gradient de température dont je vous expliquais qui est la température de la neige au sol, moins la température de la neige en surface divisée par l'épaisseur du manteau neigeux. Et ça me fait flipper de fou pour mon contrôle de tout à l'heure parce que j'ai aucune base en maths et j'espère qu'on aura d'utiliser la calculatrice parce que sinon je suis... Parce que je ne sais pas du tout faire de calcul, j'ai vraiment... Enfin, j'ai arrêté de faire des maths au collège et au collège j'étais déjà à un niveau absolument catastrophique par rapport à mes camarades, donc j'ai un peu peur de ça, je vais pas vous mentir. Voilà, ça c'est au sujet de la neige. Donc maintenant que vous verrez de la belle neige blanche, vous saurez qu'en fait c'est bien plus compliqué que ça n'en a l'air. All this time. Ok, tranquille. Ensuite, non, j'ai encore 2-3 trucs à vous dire à propos de la neige. Enfin voilà, on va, pour résumer en gros, les gradients. Les gradients, la métamorphose de la neige sèche, donc 0% de TEL, ça va de la neige fraîche à la particule reconnaissable au grain fin. Les conditions idéales pour ça, pour un gradient faible, c'est un manteau neigeux épais, un versant ensoleillé, un temps perturbé, venté et des nuits nuageuses. Ah oui, parce que ça c'est un truc que je trouve hyper dur en nivologie, mais en voyant un profil nivologique, c'est en gros un carré avec en bas la température, en haut l'épaisseur avec le gradient du coup qui fait la courbe, et en fait chaque couche avec sa symbologie, on est censé deviner en voyant ça la météo qu'il a fait. C'est un peu compliqué mais en gros voilà. Le gradient moyen, neige fraîche into particules reconnaissables into phase plane. Il faut un beau temps, une nuit fraîche et claire, un versant ombragé, de la neige légère en surface et un manteau peu épais. Et enfin le gradient fort, neige fraîche into particules reconnaissables into grain fin into phase plane into gobelet. C'est un gradient très fort, donc manteau neigeux peu épais, beau temps, froid prolongé, versant ombragé, neige légère en surface. Bon appétit Caco. Et la métamorphose de la neige humide, on a vu du coup c'est tout gras
création de l'ANENA, l'Association pour l'étude de la neige et des avalanches, création de la division nivologie à l'INRAE et renforcement du centre d'études de la neige de Météo France. En France, le service RTM, donc Restauration des terrains de montagne, et l'ONF, donc Office national des forêts, se chargent de l'observation des sites EPA, donc enquête permanente aux avalanches. Il y a beaucoup de cycles dans la nivologie. Les infos collectées sont traitées par l'INRAE. Le financement, c'est le ministère de l'Environnement. Et du coup, le service RTM propose une mission d'expertise et de maîtrise d'œuvre. Le prof qui nous fait ce cours, lui, gère un service RTM par exemple. Un truc qui est très important lorsqu'on est dans une zone avalancheuse, c'est d'être capable de cartographier les risques d'avalanche. La cartographie des aléas d'avalanche, elle nécessite de définir une période de retour ou fréquence, une emprise ou extension et une intensité ou potentiel d'endommagement. Pour déterminer tout ça, on va se servir des CLPA. Les CLPA, c'est les cartes de localisation des phénomènes d'avalanche. C'est une carte descriptive des phénomènes observés ou historiques représentés par les limites extrêmes. Ces cartes CLPA, elles ne couvrent pas tout le territoire français et elles n'ont pas de valeur réglementaire. C'est juste un outil technique et informatif qui sert de base à l'élaboration des PIDA, les plans d'information de déclenchement des avalanches. Sur les cartes CLPA, deux couleurs sont représentées. Le magenta, qui est la trace des avalanches observées donc par les témoignages, par les archives, tout ça. Et le orange, c'est les limites extrêmes interprétées, donc notamment grâce aux photos aériennes ou à la morphologie du terrain. En France, le zonage d'avalanche vise à assurer un développement durable des territoires qui intègre le risque naturel. Ça vise la protection des biens et des personnes et ça permet du coup d'identifier les aléas d'avalanche puis de réglementer l'usage du sol et le renforcement des bâtiments. C'est un document réglementaire national piloté par les services de l'État et réalisé par des bureaux privés avec l'assistance technique de la RTM. Avec l'assistance technique RTM. On va parler un peu de la typologie des avalanches, du coup quels sont les types d'avalanches qui existent. Parce que c'est super important, elles n'ont pas du tout les mêmes effets en fait, les avalanches, selon la neige qui les constitue, selon comment elles partent et selon quelle forme elles prennent. Tout d'abord on a l'avalanche de plaques. L'avalanche de plaques, elle est caractérisée par une couche de surface solide, cohésive, reposant sur une couche fragile. On rappelle que les couches fragiles c'est la neige roulée, la neige fraîche, les gobelets, le givre de surface et les phases planes. Ça peut évoluer en aérosol si la neige est très froide. On parle d'un départ linéaire, donc ça fait une ligne, en fait c'est toute une couche qui va casser. La cassure, ça peut être une très très longue cassure de plusieurs kilomètres. On parle pas du coup ici de départ ponctuel, mais on parle bien de départ linéaire. Ça peut être déclenché par un skieur, mais ça peut aussi être déclenché par l'effondrement du coup de la couche fragile. L'aérosol, c'est un immense nuage de neige qui se déplace entre 100 et 350 km/h, parfois précédé par un vent violent qui fait des dégâts. La trajectoire de l'aérosol est assez rectiligne, elle est peu sensible au terrain et elle a peu d'inertie, parce que c'est un nuage, en fait c'est un souffle immense. Elle s'alimente de neige sèche sur son parcours et elle peut remonter jusqu'au versant opposé. Lors d'un aérosol, la neige ne pèse que 10 kg par mètre cube, c'est très léger, en fait c'est une neige qui est gavée d'air. Ensuite on a les avalanches de neige sèche. Donc la typologie elle se recouvre un peu parce que par exemple une avalanche de plaques elle peut être de neige sèche, un aérosol c'est forcément de neige sèche, mais donc voilà il y a les avalanches de neige sèche et de neige humide. Les avalanches de neige humide elles sont lentes ou moins lentes, elles sont semblables à une coulée de boue. En fait c'est une neige très très dense, jusqu'à 500 kg par mètre cube, qui se déplace sur une trajectoire fidèle au couloir. Plus l'écoulement est épais et canalisé, plus il ira loin. À la fin d'une avalanche de neige humide, on constate dans la zone d'arrivée, donc d'arrêt, des dépôts torrentiels, des gros blocs de neige qui peuvent après repartir en avalanche. On calcule la violence
volume ou contrôler son départ. La défense passive, l'idée c'est de protéger les enjeux, donc en déviant, freinant ou arrêtant l'avalanche, donc en zone d'arrêt, en renforçant les enjeux ou en évacuant temporairement les enjeux. Il faut protéger les enjeux, il faut protéger bien les personnes, donc on peut évacuer les villages, on peut renforcer les maisons, voilà tout ça. Chaque défense, donc active ou passive, peut être permanente ou temporaire. Les défenses permanentes ne nécessitent pas d'intervention humaine en période de risque, donc elles sont quand même pratiques parce qu'on ne va pas mettre en danger un professionnel qui irait sur place. Et temporaire, les défenses temporaires nécessitent-elles par exemple une expertise et une intervention humaine en période de risque, donc c'est plus dangereux. En ce qui concerne les déclencheurs d'avalanche, c'est un peu cette idée, franchement c'est un peu impressionnant. On a les CADEX. Les CADEX c'est des câbles transporteurs d'explosifs, donc en fait c'est des boucles de câbles posées sur des pylônes qui transportent des charges sur un point de tir prédéfini. Donc en fait on va faire péter la montagne, on va faire une grande explosion qui est censée déclencher l'avalanche. On déclenche les avalanches pour éviter qu'elles se déclenchent toutes seules à des moments où il y aurait des enjeux qui seraient en danger, ou des skieurs sur la piste, ou voilà, des choses comme ça. L'avalancheur, c'est un lanceur pneumatique rotatif qui lance un projectile sous forme de flèche contenant un explosif liquide qui explose à l'impact. Ça peut dégager une zone de 2 km de distance, même sans visibilité. En fait, c'est un truc fixe qui envoie des projectiles comme un canon et qui, du coup, comme il est rotatif, il couvre une zone de 4 km de diamètre autour de l'avalancheur. Ensuite on a le Casex. Le Casex c'est un tuyau métallique impressionnant qu'on appelle dragon qui est relié par canalisation à une centrale de gaz qui peut être déclenchée du coup de loin dans un bureau. Donc ça c'est très pratique parce qu'on ne met pas en danger d'experts au moment du déclenchement. Les canalisations relient du coup à une centrale de gaz, ça le rend indépendant aux conditions météorologiques, donc c'est pas mal. Et ça fait exploser un mélange de propane et d'oxygène. Notre système qu'on a c'est le Décibel. Le Décibel c'est un système mobile sous hélicoptère qui... En fait ça ressemble à une grande cloche qu'on suspend un câble à l'hélicoptère. Et ça pareil ça va faire péter le manteau neige, mais du coup c'est quand même plus risqué parce que ça nécessite un hélicoptère tout ça. Le dernier système c'est le système Obélix. J'ai faim, pardon, mon ventre gargouille. C'est un système amovible qui contient des réserves de gaz dans un cône ouvert. C'est un mélange d'hydrogène et d'oxygène qui permet des tirs réguliers, y compris la nuit ou en condition de tempête de neige. Voilà, donc ça c'est quelques-uns des plus fréquents systèmes de déclenchement. Après on peut en déclencher d'autres manières, par exemple on peut déclencher un type d'avalanche. Par exemple, particulièrement étrange et dangereux, c'est l'avalanche de glissement. L'avalanche de glissement, c'est lorsque le sol plus chaud fait fondre la première
les basses montagnes